Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci beaucoup Michel pour ces quelques mots d'introduction. Alors Michel Kalika et moi-même, nous voudrions dans un premier temps déjà remercier la FNEJ qui nous accueille ce matin pour cette présentation avec vous. Et d'ailleurs, FNEJ qui, d'une certaine manière, s'inscrit dans ce concept que nous sommes en train de travailler d'entreprise académique étendue. Alors effectivement, nous, toute notre présentation là, elle va reposer sur ce concept-là d'entreprise académique étendue dont le Business Science Institute, dont Michel Kalika qui est là, est l'un des exemples. Alors, si on revient donc au thème de ce matin, ce séminaire Vie des affaires, et merci beaucoup Michel de nous avoir invités. Donc, la question du numérique et des freins à la mobilité internationale, où, quand et comment apprend-on? Alors, plus uniquement en présentiel, mais aussi en distanciel, plus uniquement avec un professeur, mais aussi avec des personnes connectées, plus uniquement avec des manuels, mais aussi avec des tutoriels en ligne, et il y en a des milliers disponibles maintenant, plus uniquement ce qui est prévu dans les programmes officiels, mais aussi ce qui intéresse personnellement. Donc, l'enseignement n'est plus seulement généré par un professeur, il peut l'être par un ensemble de personnes support. Il y a des informaticiens, il y a des ingénieurs pédagogiques, il y a des cogniticiens maintenant dans le secteur. Où apprend-on? Plus uniquement aussi au sein d'une institution académique, comme une école, une université, mais également au sein d'espaces numériques élargis, Internet, les réseaux sociaux, qui pour nous s'apparentent à des entreprises académiques étendues. Et ce sont ces questions que l'on va aborder avec vous, alors notamment au travers du cas du Business Science Institute, qui est une organisation en réseau spécialisée dans la production d'un DBA, Doctorate in Business Administration, au niveau international. Mais ce n'est qu'un exemple, parce qu'en fait, le concept qui a été proposé par Françoise Chevalier est beaucoup plus large que cet exemple. Et on réfléchit ensemble à la portée du concept à partir de cet exemple, mais aussi, vous le verrez, à partir d'autres exemples. Alors, on va se présenter, mais Françoise, tu n'as pas besoin de te présenter, tout le monde te connaît. Alors, effectivement, Michel l'avait très gentiment rappelé, je tiens beaucoup au comité de rédaction de Gérer et Comprendre, qui à chaque fois, il y a un vrai plaisir pour moi. Je travaille, donc, je suis professeure associée dans le département management et ressources humaines à HEC. Je mène beaucoup d'enquêtes de terrain et je travaille avec des méthodes de recherche qualitatives et longitudinales, c'est-à-dire que je reste un long moment sur les terrains et je travaille sur les thèmes d'innovation managériale, conduite du changement, sustainability, pédagogie et créativité. Alors, en ce qui me concerne, je suis professeur émérite à l'IAE Lyon School of Management, à l'Université Jean Moulin, après être passé par Dauphine pendant une décennie, l'Université de Strasbourg, l'École de management de Strasbourg que j'ai dirigée. Mon domaine d'enseignement, c'est essentiellement la stratégie en executive education et mes recherches portent plus sur les systèmes d'information, sur la surcharge informationnelle. Alors, comme l'a dit François, je suis président du Business Science Institute, on en dira quelques mots. J'ai aussi beaucoup travaillé avec la FNEJ et le FMD sur la création d'une méthodologie d'évaluation de l'impact des business schools. Ayant beaucoup de cheveux blancs, j'ai dirigé beaucoup de thèses de doctorat et j'ai beaucoup créé de programmes d'executive education. Voilà. Et puis, je suis auteur d'ouvrages, bien évidemment. Donc, vous avez là quelques exemples. Quel sera l'agenda de notre présentation? On va d'abord vous dire quelques mots sur la naissance du concept. On va essayer de justifier pourquoi il faut étudier les entreprises académiques étendues. On va préciser quel est le contexte de développement de ces entreprises académiques étendues. Ensuite, on va passer à quelques cas d'études et là, c'est la méthodologie privilégiée par Françoise qui va nous porter. On expliquera ce qu'est une entreprise académique augmentée. On essaiera de préciser quelles en sont les caractéristiques. On va essayer, on a bien dit essayer, une typologie.
et on montrera quels sont à la fois les apports et les limites de ces entreprises académiques étendues. Voilà pour notre agenda global de présentation. La naissance du concept. Alors, la naissance du concept, les concepts et les pratiques évoluent énormément et le concept d'entreprise académique étendue, il est en fait en perpétuelle construction du fait notamment de l'évolution très conséquente des technologies d'information et de la communication. Alors, pour saisir ces évolutions, on peut les saisir en tant que chercheur extérieur ou en tant qu'acteur et chercheur. Et c'est en tant qu'acteur et chercheur que l'on va réfléchir avec vous sur ce concept d'entreprise académique étendue. Alors là, une illustration, la fameuse toile de Van Eyck au XVe siècle sur les épeaux à l'or fini, qui illustre un procédé en peinture qui est la mise en abîme, c'est-à-dire qu'on voit effectivement une image et puis on voit également le reflet de la pièce dans le miroir du fond. C'est ce procédé en abîme et c'est finalement la posture de recherche que l'on a. Et on a une démarche de recherche qui est inductive et par un curieux renversement de perspective, en fait, le Business Science Institute où nous sommes acteurs, alors Michel en est le créateur, moi je suis une intervenante qui anime des séminaires et suit des thèses de DBA, mais cet objet-là, finalement, en prenant de la distance, je rappellerai là le bel article qui avait été publié, Michel, par Gérer et comprendre, par Matteux, sur la familiarité distante. Donc, on est dans cette posture-là de familiarité distance, c'est que le Business Science Institute est devenu un objet de recherche. Tu mentionnes les séminaires, il faut aussi mentionner les ouvrages, puisque c'est une contribution académique importante lorsque des collègues qui ne se connaissaient pas préalablement se mettent à travailler ensemble pour créer des ouvrages de méthodologie de la recherche, de méthodologie quantitative. Ce sont des formes de production qui sont intéressantes. Oui, c'est se dire que au travers de ces rencontres-là, la réflexion est en cours. Entreprise académique étendue, c'est pour nous un concept ouvert et vivant et c'est partager une recherche en construction, ce à quoi nous vous invitons ce matin. Et bien évidemment, nous attendons vos retours pour faire progresser notre réflexion. Alors, le concept en construction, effectivement, le vécu à la fois de Michel et puis le mien, c'est devenu un objet de réflexion. Alors, un des collègues qui nous a rejoints dans le BSI, Marc Favier, avait écrit un premier texte sur la création et le développement d'une organisation en réseau grâce à un management original, le cas du Business Science Institute. Et puis ensuite, Michel m'a proposé de coordonner un ouvrage sur les méthodes de recherche du DBA. Et là, effectivement, pour écrire un ouvrage comme ça, rassembler les contributions d'une quarantaine de collègues, il a fallu réfléchir à la ligne éditoriale et réfléchir à la ligne éditoriale et aux défis méthodologiques que cela posait. Transmettre les méthodes de recherche à des doctorants managers qui sont des personnes avec des responsabilités en entreprise et qui n'ont pas 300 heures de méthodologie de recherche en cours avant de commencer leurs travaux de recherche, ça posait des sérieux défis. Et ça a donné donc lieu à une première réflexion pour écrire la ligne éditoriale de l'ouvrage, qui est paru dans un des ouvrages d'ailleurs qui était fait en ton honneur, Michel, qui s'appelle DBA, défi méthodologique pour une entreprise académique étendue. Donc, c'est à partir de la commande de Michel, écrire un bouquin sur méthode de recherche, ensuite se dire à qui on s'adresse, comment on s'y adresse, qu'est née cette idée d'entreprise académique étendue que Michel a reprise en disant « Mais Françoise, il faut continuer là-dessus ». Donc, après, on a continué. Entreprise académique étendue, la nouvelle donne. On a continué avec un autre collègue qui est président d'ONEJ, Christophe Fournier, puisque l'éducation en ligne, ça joue un rôle très, très important dans l'entreprise académique étendue. Puis Michel m'a demandé, et c'est pas franchement ma tasse de thé, moi je dois le reconnaître, mais il m'a dit il faut absolument que tu parles de l'entreprise académique étendue pour partager les connaissances sur Zexicanal. Donc merci Michel, parce que ça a obligé à pousser la réflexion encore un peu plus loin. Samedi dernier étaient organisées donc les rencontres stratégiques, les premières rencontres organisées par l'École de Paris du Management et le Business Science Institute, là aussi où Michel m'a redemandé de parler de l'entreprise académique étendue, et ça a permis d'avancer encore un peu plus loin la réflexion sur ce qu'on peut appeler l'entreprise académique étendue augmentée.
Tout à fait. Et ce qu'on a organisé, ce que Jean-Philippe Denis a organisé samedi dernier au Trianon Palace à l'occasion d'une diplomation d'un certain nombre de managers internationaux, illustre bien ce concept d'entreprise académique étendue où la notion de partenariat entre différentes institutions est omniprésente. Et dans ce qu'évoque Françoise à l'instant, les partenariats sont à la fois institutionnels et individuels. C'est-à-dire que les ouvrages qu'elle a coordonnés, qui ont été publiés, ouvrages qui apportent de la connaissance à les managers impliqués dans des processus doctoraux, eh bien, ces ouvrages n'auraient pas pu être créés au sein d'une seule institution, parce qu'on sait très bien qu'une seule institution, en général, n'a pas la diversité, la richesse de contributions que peuvent avoir plusieurs institutions. Alors, pourquoi faut-il étudier les entreprises académiques étendues? Comme Françoise et moi, on est très intéressés par l'impact de ce que l'on fait. On s'est demandé en début de semaine, en préparant ce séminaire, mais à quoi ça sert de travailler toute la semaine à préparer un séminaire? À quoi sert ce concept? Et on est arrivé à la conclusion que c'est tout à fait évident que ces entreprises académiques étendues, aujourd'hui, elles bouleversent la structure du secteur de l'éducation. C'est vrai au plan national, mais c'est vrai au plan international. Ce sont des nouveaux acteurs. Alors, à partir du moment où il y a des nouveaux acteurs, eh bien, on est légitime en tant qu'académique à prendre du recul et à mener une réflexion. Françoise, on peut insister sur le second point. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ces nouvelles modalités de diffusion de la connaissance, eh bien, c'est de la connaissance qui va circuler hors les murs des institutions classiques qui risquent d'être remises en cause. Et c'est la raison aussi pour laquelle on citait on rappelait cet article célèbre de Levitt, qui était paru dans Harvard Business Review sur marketing myopia. Et on peut parfois se demander si les acteurs traditionnels de l'éducation, dans quelle mesure ils sont engagés dans ce qui nous paraît être une lame de fond, et s'il n'y a pas aussi une entreprise académique étendue myopia quelque part. Donc, voilà la légitimité de l'étude que l'on mène. Alors, qu'ont en commun les entreprises suivantes? Onege, on va en dire quelques mots. Blob, on va en parler. Le CNED, on connaît tous. Coursera, qui est arrivé sur le marché il y a quelques années. Alors, ne soyez pas surpris de voir Google. Mais des entreprises d'autres tailles, Group Study, Khan Academy, plan international. On a même noté Microsoft, vous comprendrez pourquoi. Sciences étonnantes, les universités virtuelles d'entreprise aussi, on mentionne Xerfi dans la liste, et puis une petite entreprise, Xlérateur, vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes. Qu'ont en commun les entreprises suivantes? Alors pour nous, ce que ces entreprises différentes ont en commun, c'est justement qu'elles nous semblent appartenir à cette notion d'entreprise étendue. Une entreprise étendue, être une entreprise étendue, c'est dire qu'une entreprise ne se limite pas à ses employés, son conseil d'administration et ses dirigeants, mais qu'elle s'étend également à ses partenaires, ses fournisseurs et clients et les acteurs de son environnement et de l'environnement. C'est aussi une forme d'entreprise qui a un taux de sous-traitance et de co-traitance très élevé. C'est aussi une entreprise qui fonctionne en réseau et en ligne, et une entreprise académique étendue qui valorise l'intelligence collective au service de l'action. Des entreprises étendues, il y en a dans de très nombreuses, dans de très nombreux secteurs. On pourrait prendre l'automobile, on pourrait prendre l'aéronautique. Là, on rajoute le vocable académique parce qu'il nous semble caractériser ces organisations-là qui valorisent de l'intelligence collective, qui créent de la connaissance ou qui diffusent cette connaissance. Quel est le contexte du développement des entreprises académiques étendues? Quels sont les éléments qui permettent de comprendre que ces organisations se développent?
Alors, il nous semble qu'il y a trois catégories d'éléments qui permettent de comprendre le marché, les acteurs et puis les technologies. Sur le plan du marché, bon, il est banal de dire aujourd'hui qu'on est dans une logique de mondialisation des marchés de l'éducation. Bon, ça, c'est tout à fait clair. Il suffit de voir avant la pandémie les mouvements d'étudiants à tous les niveaux. C'est quelque chose d'évident. Le marché de la formation n'est plus un marché régional ou national. C'est un marché qui est mondial. Bon. Il faut bien voir également que les évolutions démographiques font apparaître, notamment dans les pays émergents, une demande mondiale de formation. Or, puisque nous sommes autour de cet écran, autour de cette table dans le domaine de l'éducation, on sait que l'éducation, ça signifie des charges fixes, ça signifie des investissements qui sont lourds, et tous les pays en émergents ne peuvent pas faire face à cette demande mondiale de formation. Donc, il y a là une attente d'un certain nombre de marchés. Et puis, nous sommes dans des sociétés de l'immatériel et le marché de la connaissance est bien évidemment en croissance et on observe une accélération du développement de l'innovation sur ces marchés de la connaissance. Voilà pour le premier élément de contexte. Deuxième élément de contexte, les acteurs. Alors, sur le plan des acteurs dans le secteur, il y a un besoin de flexibilité. On sait tous que les organisations, quand elles grandissent, quand elles se développent, elles se bureaucratisent. Ce sont des phénomènes que l'on connaît bien en théorie des organisations. Et sur des marchés qui sont des marchés dont on vient de préciser qu'ils sont en évolution rapide, il y a un besoin de flexibilité. Il y a un besoin de flexibilité stratégique, de flexibilité opérationnelle. L'accélération des évolutions dans l'environnement requiert de la part des organisations des adaptations qui doivent être plus rapides. Et de ce point de vue-là, s'il y a une attente de l'environnement, on crée des organisations dont les acteurs sont capables d'évoluer plus rapidement. On observe aussi que les enseignants, les académiques ont une tendance historique, naturelle peut-être, à des co-appartenances académiques parce que le milieu de l'académique ne se limite pas à une institution. Et également, le troisième point est lié, la création de connaissances, la présence de Françoise à mes côtés, ma présence à ses côtés, l'illustre. La création de connaissances requiert le réseau. Ça n'est pas toujours dans son institution originelle d'appartenance que l'on crée de la connaissance. On le sait tous dans le milieu académique et l'École de Paris Management en est aussi une illustration. Et puis, il y a des aspects techniques, la généralisation de l'accès à Internet qui est effectivement très conséquente, l'offre grandissante d'applications numériques et puis l'impact de la crise de la Covid qui a à coup sûr joué un rôle d'accélérateur sur les modalités de diffusion des connaissances. Et on pourrait peut-être ajouter, d'ailleurs, Michel, à ce qu'on a mis ici, il y a aussi l'environnement. L'environnement, on aurait pu voir marché, acteurs techniques, environnement, avec la mobilité et les nouvelles formes de mobilité qui expliquent aussi beaucoup le développement des entreprises académiques étendues. Bon, vous savez tous, au risque de faire preuve d'esprit de provocation ou d'humour, que l'on a tous beaucoup apprécié les confinements, et on attend avec impatience le retour du masque, un nouveau confinement, parce qu'à l'évidence, cela a permis le développement de la maîtrise des technologies auprès de nos collègues, auprès de nos communautés. On l'a vu dans le cadre de notre organisation en réseau, le premier confinement nous a permis d'initier un projet de recherche collaboratif à distance sur l'impact de la crise sur le management. Bon, et on en a sorti immédiatement un bouquin. On a été extrêmement heureux quand il y a eu un deuxième confinement et on a sorti un deuxième bouquin sur les impacts durables de la crise sur le management. Et on l'attend avec impatience, bien évidemment, vous l'avez compris, le troisième confinement. Alors, après ces éléments de contexte, on aimerait avec vous, donc conformément à cette idée d'un concept en construction, une recherche en cours, en train de se faire, mettre l'accent sur 4 terrains. ONEJ, le Business Science Institute, l'expérience là qui est en train de se dérouler du CNRS qui s'intitule Derrière le blob, la recherche, et puis Microsoft MVP. Alors, ONEJ.
On a demandé à un de nos collègues qu'on remercie, Christophe Fournier, qui a réagi très très rapidement. La demande a été formulée mardi matin et on a eu la vidéo mardi soir. On lui a demandé un témoignage sur Onege qui illustre tout à fait cette forme d'entreprise académique étendue. Bonjour à tous, je suis Christophe Fournier, professeur des universités à l'IAE de Montpellier, donc à l'Université de Montpellier, et je suis depuis quasiment 3 ans président d'Onege. Alors, qu'est-ce qu'Onege? C'est l'association universitaire numérique pour l'économie et la gestion. Donc, c'est ce qu'on appelle une UNT, Université numérique thématique. Il y en a 8 en France, créées autour des années 2005, dans différents domaines. 6 de ces universités numériques thématiques sont regroupées dans ce qu'on appelle l'université numérique. Alors, moi, je m'occupe de celles qui sont en économie-gestion, mais il y en a qui sont orientées sur les sciences de l'ingénieur et tout ce qui est formation technique. Il y en a qui sont orientées sur les humanités, sur les IUT, sur le développement durable, etc., etc. Alors, cette université numérique thématique en économie-gestion est sous forme d'association et a été créée, donc il y a plus de 15 ans, pour aider les universités à digitaliser leur offre de formation. Donc c'était quelque chose d'extrêmement novateur pour l'époque, même si aujourd'hui, après la crise du Covid, c'est quelque chose qui est beaucoup plus banal. L'idée était donc de pouvoir concevoir, produire et diffuser des ressources digitales, des ressources numériques, pour que les établissements d'enseignement supérieur puissent utiliser de telles ressources dans leur offre de formation. Alors, ces ressources sont ce que l'on appelle des ressources éducatives libres, c'est-à-dire que le rôle d'Onege est, après avoir défini des thèmes sur lesquels on veut avoir des formations, Onege va aller chercher, recruter, entre guillemets, des auteurs, c'est-à-dire des collègues universitaires spécialistes du domaine, qui ont une fibre pédagogique très développée et qui sont prêts à digitaliser, mettre sous forme de e-learning leurs enseignements. Donc, comme un éditeur va chercher des auteurs, nous allons de notre côté chercher des collègues enseignants-chercheurs pour produire ces ressources. Nous allons les aider à la production au travers d'ingénieurs pédagogiques qui sont soit salariés d'Onege, soit dans certains cas, on peut recourir à la sous-traitance. Et puis ensuite, on va diffuser le plus possible ces ressources auprès des établissements, auprès des étudiants, auprès de l'ensemble des personnes qui viennent fouiner, chercher sur différents canaux où sont diffusées nos ressources. Donc, on est sur la ressource éducative libre, en l'échange d'un versement de droits d'auteur. L'auteur abandonne sa propriété intellectuelle dans le sens où les ressources qu'il a aidé à produire sont utilisables par l'ensemble de la communauté académique dans un but non lucratif uniquement, sans versement de royalties. Alors, bien entendu, Onege va bien au-delà de la production de ressources éducatives libres et va essayer d'être présent sur l'ensemble des différentes activités qui tournent autour de l'enseignement numérique et digital. Donc, nous mettons par exemple à disposition de la communauté des tutos de façon à aider les collègues qui veulent passer leur cours, une partie de leur cours, soit sous forme numérique, soit l'ensemble de la formation. Nous mettons à disposition un certain nombre d'outils. Nous sommes présents également en termes de recherche sur l'innovation pédagogique. Onege organise quasiment 2 fois par an des ateliers de recherche sur la pédagogie innovante dans le domaine de l'économie-gestion. Nous avons piloté un numéro spécial dans la revue EdgeRH, nous en pilotons un nouveau dans la revue Management et Avenir, et je coordonne un ouvrage spécifique sur les innovations pédagogiques. Donc, c'est une vision un petit peu globale que nous essayons d'avoir au niveau de l'enseignement de l'économie et de la gestion, mais sous forme digitale. Au-delà de ces activités, nous avons de fortes connexions avec les collègues au niveau européen et nous sommes lauréats de différents projets internationaux européens. Soit nous sommes coordinateurs de ces projets, soit nous sommes membres et participants à ces projets, ce qui nous amène cependant, dans les 2 cas, à avoir une vision, j'allais dire,
relativement modernes des innovations pédagogiques telles qu'on peut les voir. Par exemple, nous avons mené tout un tas de recherches sur les soft skills, et ce qui a débouché sur la création d'un e-book que je vous invite à télécharger et à aller voir sur le site d'ONEJ. Nous avons une certaine avancée sur, par exemple, tout ce qui est micro-certification, sur tout ce qui est au niveau de ces compétences et de ces soft skills tels qu'on peut les retrouver avec des toolbox et des choses de ce style pour pouvoir mettre en œuvre des programmes d'évaluation, par exemple, auprès des étudiants de ce type d'approche. Et je vous invite pour cela à vraiment aller sur le site ONEJ pour voir les différentes ressources qui sont mises à disposition, toujours dans le cadre de ressources éducatives libres, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles gratuitement et librement. Enfin, au-delà de ces partenariats européens et globalement Erasmus, nous avons de multiples partenariats avec notamment l'Afrique francophone, qu'elle soit plutôt sahélienne ou subsaharienne, où nous passons des accords de façon à mettre massivement à disposition nos ressources et toute l'ingénierie qui va derrière, avec notamment tout ce qui est infrastructure en termes de LMS, qui nous conduit à travailler à ce moment-là main dans la main avec des entreprises de type start-up qui vont, elles, mettre à disposition des universités partenaires l'ensemble de l'infrastructure technique et technologique. Nous sommes également en partenariat, par exemple, avec l'UNESCO et qui a un programme dont l'une des priorités est ce développement de ressources éducatives libres afin de permettre au plus grand nombre d'accéder au savoir, d'accéder à la connaissance. Et on sait que dans certains pays, en particulier sur le continent africain, il y a des enjeux extrêmement forts à relever, des challenges extrêmement forts à relever. En effet, il y a une poussée démographique telle qu'il n'est pas possible de bâtir aussi vite des amphithéâtres que ce serait nécessaire, le coût en serait exorbitant. Donc, il y a une forte pression, une forte demande au niveau des étudiants et il n'y a pas forcément de l'autre côté, en face de ça, outre les ressources matérielles, les ressources humaines, c'est-à-dire un nombre suffisant d'enseignants et de professeurs. Par conséquent, combiner des ressources éducatives libres avec des enseignants-chercheurs ou des enseignants tout court, entre guillemets, eh bien, c'est une des possibilités qui va permettre à ces pays de relever le défi qui leur est posé actuellement par la jeunesse. Nous collaborons aussi avec un certain nombre d'instituts tels que l'ICDE, par exemple, qui conduisent à généraliser, à développer, à diffuser massivement ces notions de ressources éducatives. Donc voilà, en quelques mots, brosser ce qu'est ONEJ, donc Université numérique thématique en économie-gestion, membre de l'Université numérique. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à m'envoyer un email pour me poser des questions et surtout à vous rendre sur le site ONEJ où vous pourrez notamment vous inscrire à la newsletter qui vous permettra d'être au courant de nos actualités et de suivre nos événements. N'hésitez pas non plus, si vous avez des idées, à venir nous les proposer. Nous sommes très ouverts sur tout type de projet qui tourne autour du numérique, de la digitalisation, de la pédagogie dans le domaine de l'enseignement et de la gestion. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Christophe Fournier, de nous d'avoir répondu si rapidement à notre demande et d'avoir ainsi témoigné. C'était notre premier cas. Deuxième cas, alors là, je change de casquette, hein, je change de posture puisque je vous présente un cas dont je suis le fondateur. Donc, bien évidemment, il n'y aura aucune objectivité dans mon propos, mais heureusement, Françoise sera là pour créer la distance et puis l'auditoire également. Alors, Business Science Institute, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation académique internationale en réseau qui a été créée en 2012-2013. On va fêter les 10 ans l'année prochaine. Alors, la caractéristique et l'originalité, c'est qu'on a un seul programme de formation, un executive DBA, c'est-à-dire un executive doctorate in business administration, c'est-à-dire un doctorat pour manager, pour des personnes qui sont en activité.
Alors, comme on regroupe des professeurs pour les faire adhérer à ce projet, il y a une exigence de qualité, une exigence de reconnaissance internationale, et dès le départ, on s'est engagé dans les process de certification internationaux qui, comme vous le savez, en matière de management, reposent sur les accréditations. On est accrédité actuellement depuis décembre 2020 par l'AMBA, un organisme anglais, et on est engagé dans d'autres démarches d'accréditation de façon à asseoir cette reconnaissance internationale. Business Science Institute, c'est un réseau de professeurs, des professeurs qui appartiennent à d'autres institutions. Alors, il peut s'agir d'HEC, il peut s'agir de Dauphine, il peut s'agir de l'UQAM à Montréal, de l'Université technologique de Sydney, des institutions qui sont partout dans le monde. C'est donc un réseau de professeurs. Et puis, c'est une équipe support, aujourd'hui 12-13 personnes, pas toutes à temps plein, 12-13 personnes qui sont comme les professeurs d'ailleurs, dans différents pays. La localisation géographique est totalement éclatée. Tout le monde fonctionne en réseau et à distance. Cette organisation organise des séminaires, au départ en face à face, et très tôt, avant le confinement, dont on a loué les mérites il y a quelques minutes, en face à face et à distance, et en 3 langues. En français, au départ, vous avez compris pourquoi, ensuite en anglais, compte tenu du marché international, puis en allemand, compte tenu de la reconnaissance à l'égard du DBA sur le marché germanophone, et puis on travaille actuellement au développement d'une formule à distance en espagnol. Après avoir créé le Business Science Institute, on a eu un contact avec l'Université de Lyon, l'IAE de Lyon, université dans laquelle je n'étais pas en poste à l'époque, qui est venu vers nous en nous disant « mais ce que vous faites, c'est assez intéressant parce que vous êtes une petite organisation, vous êtes extrêmement flexible, vous avez un réseau de professeurs exceptionnel et puis vous êtes un vecteur de développement international. Pourquoi ne pas envisager un partenariat stratégique, diplômant, qui existe toujours? Tous les étudiants inscrits au Business Science Institute sont également inscrits à l'IAE, l'Université de Lyon, et donc on fonctionne conjointement sur ce programme. Aujourd'hui, en septembre 2022, excusez-moi, la diapositive date de la semaine dernière, le Business Institute, c'est un ensemble de 130 professeurs, dont 80 sont actifs. Actifs, ça veut dire qu'ils enseignent et qu'ils dirigent des thèses, ou qu'ils publient des bouquins, ou qu'ils animent des séminaires. Bon. On a plus de 230 doctorants managers qui viennent aujourd'hui de 47 pays. Ça représente bien sûr plus de 200 organisations différentes au plan mondial. Et l'équipe qualité qui a travaillé sur les chiffres m'indiquait que ça représente 19 secteurs d'activité. Le système fonctionne parce qu'on a été capable de faire soutenir, alors le chiffre n'est pas à jour, on doit être aujourd'hui à 143 thèses avec les thèses soutenues la semaine dernière. Et ces thèses viennent de doctorants qui sont présents dans plus de 30 pays. En face à face, on enseigne sur 11 localisations géographiques, Paris, Luxembourg, Genève, Dakar, Douala, Shanghai, Bangkok, un peu au fil des opportunités. On est plus dans une stratégie émergente que dans une stratégie délibérée au sens de Meyenberg. Caractéristique importante, dès le départ, on a considéré que les managers lisent assez peu les revues académiques et qu'en revanche, la transmission de la connaissance pouvait se faire plus facilement au travers d'ouvrages. Et donc, on a créé avec un partenaire EMS une collection dédiée, une collection Business Science Institute, dans laquelle on a publié aujourd'hui 42 ouvrages, la moitié par des professeurs du réseau, et l'autre moitié par les docteurs qui, dans les mois qui suivent leur soutenance, acceptent de publier sur 100 à 150 pages un ouvrage synthétique sur leur contribution à la connaissance, leurs recommandations, l'impact supposé de leur travail. Certains de nos docteurs publient en dehors de cette collection chez d'autres éditeurs et aujourd'hui, ça doit faire 45 à 46 livres publiés du fait de notre activité. Une question qu'on s'est posée, ou plutôt une question que les organismes d'accréditation nous ont posée, c'est de savoir mais pourquoi les collègues viennent-ils, adhèrent-ils, travaillent-ils? On a plutôt des collègues de grande qualité qui sont très pris par leurs activités. Et la question que nous posent systématiquement les organismes d'accréditation, c'est mais
comment vous expliquez cette adhésion à une organisation qui a une dimension informelle assez forte. Et donc, on a réalisé une enquête au mois de février pour essayer de répondre à ce point-là. Et une enquête Cali et Canty avec des verbatims et des échelles. Et on peut résumer les résultats de cette enquête en disant que les réponses, alors bien sûr qu'il faut prendre avec recul et avec distance. Hein. D'abord, les collègues nous disent, bon, c'est un programme de qualité, ça c'est les accréditations qu'ils montrent, donc il y a l'élément confiance. On n'hésite pas à s'investir dans un programme parce qu'il est de qualité. Il faut voir aussi que c'est un programme qui implique des managers. Et pour des enseignants en management, diriger des thèses de managers, c'est une richesse particulière. Et donc, derrière ce qualificatif de 10 de qualité, ça veut dire qu'il y a des collègues qui voient là l'opportunité de rencontrer des managers. Premier point. Deuxième point, dans les réponses, on adhère parce qu'il y a un réseau de collègues. Et si on fouille dans les verbatims, ce que nous disent les collègues, c'est que c'est un réseau de collègues plutôt sympathique, sans compétition explicite, sans rivalité, comme bien sûr on les connaît tous quand on est dans une institution. Donc c'est une ambiance plutôt positive, plutôt agréable. Et puis, il y a un troisième élément qui ressort de la synthèse, l'opportunité des opportunités de recherche. Tout à l'heure, Françoise a mentionné des opportunités de publication commune et on a vu les collègues de différentes institutions se mettre ensemble et travailler sur des projets qu'ils imaginaient. Ce sont là les réponses de 65 professeurs à une enquête en ligne réalisée avec l'un de nos partenaires qui est Sphinx en février-mars. Si on fait une typologie de nos collègues, on a 4 grandes catégories. Les enthousiastes, ils valorisent l'ouverture à une autre réalité et ils trouvent un bénéfice à rencontrer des managers dans cette entreprise étendue et ça c'est très complémentaire de leur propre recherche. Il y a ceux qui ont plus une orientation business, ils voient une ouverture vers les entreprises, une motivation financière, des possibilités d'intervention différées. Il y a les créatifs qui se disent, ça c'est une organisation ouverte, on propose un projet et la réponse est toujours oui. Alors, ça valorise l'entrepreneuriat dans un environnement qui n'est pas toujours entrepreneurial, pardon. Et puis, il y a la dimension qui est souvent mentionnée de complicité amicale. C'est une bouffée d'oxygène. Voilà, ça leur fait du bien en dehors de leurs organisations. Et puis, bien sûr, on a un groupe un peu plus réservé. C'est tout à fait logique. En milieu académique, ça n'est pas étonnant. On a 48% d'enthousiasme, 20% de réservé, 16% plutôt business et 16% plutôt de créatif. On a fait une analyse multidimensionnelle et toutes ces verbatims sont disponibles, toutes les réponses des collègues sont disponibles en ligne. Voilà donc pour le deuxième cas. On voudrait maintenant vous présenter un troisième cas. Alors, totalement différent. Et en fait, vous allez voir, ce cas est double parce que c'est à la fois le cas de Microsoft dont va nous parler Gaëtan Mourmand, mais avec Françoise, on s'est dit aussi que Gaëtan Mourmand est aussi une entreprise académique étendue. Et donc, on vous propose maintenant d'écouter ce troisième cas avec ce témoignage de Gaëtan Mourmand. Bonjour à tous et bienvenue à cette petite présentation. Mon nom est Gaëtan Mourmand. Et donc, pour la petite histoire, j'ai étudié sous la supervision de Michel Calica. Et donc, je suis très content de pouvoir renvoyer la balle de temps en temps. Alors, on va regarder le cas de Microsoft et on va se demander si Microsoft peut être considéré comme une entreprise académique étendue, ou en tout cas, peut-être certains des programmes. Donc, on va s'intéresser notamment au cas du programme Most Valuable Professional. Et donc, on va regarder ça dans le détail. Alors, qu'est-ce que c'est que ce programme-là ? Eh bien, ce programme, c'est un programme qui permet de récompenser en quelque sorte les contributeurs les plus actifs, ceux qui jouent un rôle de leader dans la promotion, dans l'ajout de connaissances au niveau des produits Microsoft. Alors plus exactement, on a des récompenses multiples. On va avoir par exemple un certain nombre de trophées. Alors j'en ai un avec moi. On peut avoir ce trophée-là par exemple. On va avoir aussi ce type de pull, comme vous le voyez, ou encore un beau diplôme qui est émis par Microsoft. Alors,
Pourquoi c'est important? Eh bien, je pense que tout ça participe en fait d'une certaine certification. Et la certification, les diplômes, c'est évidemment un des aspects de l'académique qui permet de certifier un niveau de connaissance acquis ou en tout cas une certaine reconnaissance. Ce que ça permet de faire aussi au niveau du programme lui-même, bien c'est une reconnaissance mondiale par Microsoft. C'est aussi une reconnaissance par ses pairs. C'est aussi un accès aux ingénieurs Microsoft, ce qui permet de pousser certaines idées ou de faire partie des premiers débuggeurs. Alors, je voudrais vous montrer deux exemples de MVP. On a Os du Soleil d'un côté et Kate Norton de l'autre. Et donc, ils ont fait des choses assez extraordinaires. Ils sont à la limite de l'influenceur, du formateur, du professeur. Et on va regarder un petit peu ce que fait Oz. Je vais vous montrer une petite vidéo, ce sera très parlant. Right now, it's the year 2133. We finally got the world data cleaned up. It's trustworthy, it's easy to access, everything is transparent. No more of those dark days. Before then, life was rotten. And after you've seen the high priestess of Excel, et je m'arrête là. Et en fait, le High Priestess of Excel, comme vous voyez, ça renvoie à une autre influenceuse très connue dans le monde des MVP Excel. Et donc, il s'agit de notre chère Kate. Alors, Kate, elle a fait des vidéos qui vont un peu dans le même sens, sur un style légèrement différent. Alors, tout ça, c'est bien beau, sauf que, eh bien, si on revient au monde académique, alors Kate a quand même une influence assez forte, puisqu'elle a été dans le magazine Forbes en décembre 2021. Si on revient au monde académique, on se rend compte qu'on a aussi une explosion de nano-learning. Ce sont ces petites vidéos que vous avez dû voir passer, qui sont très populaires sur TikTok et qui permettent de faire passer des messages très rapidement. Et donc, j'ai été un petit peu plus dans le détail. Et sur la vidéo qu'on vient de voir, c'est une vidéo c'est une des astuces que je montre à mes étudiants dès les 2 premières heures de cours. Mais à la fin, je leur dis de faire un copier-coller en valeur. Sinon, la table de données qu'on a là risque d'être corrompue très rapidement. Si vous voulez les explications techniques, je pourrais les vous donner plus tard. Et donc, on se retrouve avec des questions d'ordre académique, de recherche et de validation des connaissances. Qu'est-ce que c'est qu'une connaissance? Et dans ce cas-là, comment cette connaissance est-elle validée par les pairs, transmise, etc. Est-ce que des nano-vidéos peuvent permettre un tel partage de connaissances? Pour aller un peu plus loin dans cette autre réflexion, pour répondre à ces questions-là, on a quand même un regroupement des acteurs qui s'est fait en communauté avec des millions de vues. On retrouve cette idée de validation de la connaissance, mais aussi de source de la connaissance. Qui citait? Qui est à la source de cette connaissance? Et finalement, est-ce que c'est vraiment un phénomène nouveau? Il y a 25 ans, dans des forums de discussion, on était déjà dans ce genre d'échange. La multiplication des vidéos sur Internet, la multiplication des connaissances crée une vraie nouveauté. Et donc c'est un peu ces questions-là que je vous invite à examiner. Voilà, excellente continuation pour votre cours sur les entreprises académiques étendues. À bientôt. Merci beaucoup, Gaëtan Mourmand. Et avec Françoise, on s'est dit que bien sûr, Gaëtan Mourmand, qui est un docteur de l'Université Paris-Dauphine et de l'Université d'Atlanta, il nous parlait de Vancouver, là. Il nous a parlé du cas Microsoft MVP, et donc il fait partie de ces MVP, il a reçu ses prix. Et en y réfléchissant, on se disait que lui aussi, à son niveau, puisqu'il a développé une entreprise qui est spécialisée dans la diffusion de connaissances sur Excel. Il est en partenariat lui-même avec Microsoft, qu'il a primé. Et il intervient au plan international par la création d'applications, par la mise sur pied de formation, et il intervient auprès de très nombreux managers, de très nombreuses organisations. Et donc, on se disait que finalement, ce cas était un cas double, à la fois d'un côté Microsoft, le géant, et de l'autre côté, un individuel qui a créé sa propre entreprise académique étendue. Troisième cas maintenant. Alors, autre cas, effectivement,
qui nous interpelle, c'est toute la démarche de recherche de sciences participatives impulsée par le CNRS là, sur 2021-2022, intitulée « Derrière le blob, la recherche ». Alors, l'objectif, c'est d'étudier les variations climatiques sur la biodiversité et sur un blob. Alors, un blob, c'est ni un animal, c'est ni un végétal, c'est pas un champignon non plus, ça n'a pas de cerveau, mais ça communique avec ses congénères. Alors, expérience de recherche participative et collaborative, puisqu'il y a eu un appel au volontariat et qu'il y a 15 000 volontaires qui sont engagés dans cette expérience-là. Alors, ce qui est très frappant pour nous, c'est qu'il y a une mise en ligne de ressources éducatives, d'ailleurs qui suppose une codification très très forte des connaissances. Alors, il y a des ressources en ligne sur le blob, sur la démarche scientifique, mais aussi sur la méthodologie de recherche, via des tutos, via des protocoles. Tout ça est disponible en ligne, donc ça correspond bien à une de ces caractéristiques d'entreprise académique étendue. Alors, si vous participez à l'expérience, vous recevez des boîtes de pétri. Ce que tu as fait. Oui, ce que j'ai fait. Donc, vous pouvez participer pour une semaine, un mois ou plus longtemps. Vous recevez des boîtes de pétri avec des échantillons de blob et vous êtes chargé de nourrir avec des flocons d'avoine, les blobs. Vous êtes chargé de les hydrater et puis vous exposez vos blobs à des intensités lumineuses différentes et vous avez tout un protocole de recherche où vous devez noter sans arrêt ce qui se passe, comment ça se passe. C'est vraiment très, très organisé et très codifié. Et toutes les données relevées par les participants et participantes, elles sont collectées et analysées, vous les renvoyez, collectées et analysées par l'équipe du Centre de recherche sur la cognition animale en collaboration avec les volontaires. Maintenant, ce qui se passe, c'est là, et je reprends un extrait qui figure sur Internet de cette recherche, là, en ce moment, eh bien, tous ces résultats sont remontés, sont analysés en vue d'une publication et il est annoncé que chaque contributeur et contributrice pourra participer activement, suivre en direct le travail d'analyse et d'écriture de la publication sur un groupe Facebook dédié. Et les données, elles vont être accessibles à tous et à toutes et publiées dans une revue en libre accès. Alors, effectivement, c'est intéressant parce que il s'agit donc de faire progresser les connaissances en apprenant avec un double objectif de l'opération. D'une part, donc diffuser de la connaissance, sensibiliser les volontaires à la démarche scientifique, de la conception d'un protocole jusqu'à la publication des résultats. Et c'est aussi faire progresser les connaissances en apprenant, mais dans l'action, et permettre aux volontaires de réaliser une expérience scientifique rigoureuse à partir d'un échantillonnage non réalisable en laboratoire par les scientifiques. Alors ça, effectivement, ça nous intéresse parce que si on revient à la thématique initiale de cette matinée pour le séminaire Vie des affaires, c'était à l'ère du numérique et des freins à la mobilité internationale, où, quand et comment apprend-on? Ce que l'on voit et ce que l'on a vu là à travers les 4 cas d'études que l'on explore en ce moment avec Michel, c'est qu'on apprend hors les murs, on l'apprend en hybride, présentiel, distanciel, en synchrone, ça peut être du distanciel synchrone, ça peut être du distanciel asynchrone. On apprend aussi en commodal, c'est quand même une façon de diffuser les connaissances tout à fait intéressante et nouvelle, mais on fait aussi, et ça nous interpelle, on fait aussi, nous semble-t-il, de plus en plus de la recherche hors les murs. C'est dire, et là pour reprendre le titre d'un ouvrage qu'on apprécie beaucoup, celui de Colin Everdier, là dans la 2e édition, l'ouvrage s'appelle « L'âge de la multitude, entreprendre et gouverner après la révolution numérique ». Ces 4 cas d'études que l'on vient brièvement d'exposer nous semblent montrer que non seulement les modalités de diffusion des connaissances sont en plein bouleversement, et effectivement, c'est pas récent quand même,
parce que les nouvelles industries de la connaissance avec le e-learning en 2005-2006, déjà, même avant, ça fait plus de 30 ans qu'on s'y intéresse à ça. Il y a quand même une accélération très forte là en ce moment avec l'évolution des technologies de l'information et de la communication, avec l'évolution de l'environnement et les nouvelles mobilités. Donc, il y a des modalités de diffusion des connaissances qui sont disruptives tout de même, et nous semble-t-il aussi des modalités de création des connaissances qui évoluent très fortement. Et ça nous conduit à élaborer autour de ce concept, à l'idée d'une entreprise académique augmentée. Alors, on a donc vu ces différents cas. Si on essaye de synthétiser quelles sont les caractéristiques de ces entreprises académiques étendues. Alors, on a pris deux rubriques, hein, ça n'est pas très original, mais ça permet un peu de classer les idées, les caractéristiques stratégiques, les caractéristiques plus organisationnelles. Sur un plan stratégique, il est très clair que toutes les organisations dont on a parlé soit créent, soit diffusent de la connaissance, donc elles sont bien dans le champ des entreprises académiques étendues. Un deuxième point qui nous semble important de mettre en lumière, de mettre en avant, c'est que toutes ces organisations, elles sont génératrices d'une valeur complémentaire à celle des institutions existantes. Et l'on revient là au titre de ce séminaire de l'École de Paris du management qui portait sur la valeur. Ces organisations créent une valeur qui est complémentaire à celle des institutions existantes. Et ces organisations créent donc des impacts qui sont inattendus, des impacts en retour, y compris pour les institutions d'appartenance des collègues. Puisque dans le dernier cas que vient de citer Françoise, les collègues qui vont participer, ils auront une publication supplémentaire qu'ils mettront au crédit de leur institution d'appartenance, même si elle a été développée dans le cadre d'une entreprise académique étendue. C'est évident, on s'adresse à un marché international, on n'est absolument pas dans le local. Un autre point qui apparaît dans les différents cas que l'on a vus, aussi bien Oneige que Microsoft, que Business Science Institute ou que le Blob, le réseau. L'omniprésence du réseau avec les logiques d'externalisation, qui veut dire sous-traitance, partenariat, et les logiques, bien évidemment, de globalisation. Ces réseaux sont globaux. Recours, je l'ai mentionné, à la sous-traitance, à la co-traitance, ça va de soi. Logique partenariale, c'était vrai dans les 4 cas. Et on peut insister sur le fait que les partenariats sont à la fois institutionnels et individuels. Dans le cas d'Oneige, par exemple, c'est partenariat des universités, mais contractualisation avec les auteurs, donc double partenariat. Et bien évidemment, et là on a de nombreux exemples avec Françoise, ces entreprises académiques étendues sont des vecteurs d'impact pour les acteurs. Sinon, les acteurs ne participeraient pas. Des caractéristiques plus organisationnelles. Alors, ça va de soi, hein, agilité, réactivité. Nos 2 interlocuteurs, Christophe Fournier et Gaëtan Bourmand, en moins de 24 heures, nous ont envoyé les vidéos. Culture de la réactivité, culture de l'agilité, de l'adaptation dans un environnement qui bouge très rapidement. Tout ça, ça repose bien évidemment sur les technologies de l'information et de la communication, sur Internet. Ça repose aussi sur le plan organisationnel sur des communautés d'objectifs. C'est-à-dire que dans les différents cas, dans les 4 cas, il y a des objectifs communs aux acteurs. Sinon, ils n'investiraient pas. Et également, on l'a noté, des partages de valeurs. Il y a un certain nombre de valeurs dans chaque communauté, dans chaque entreprise académique étendue, il y a un certain nombre de valeurs qui sont partagées. Bon, c'est trivial, ce sont des lieux de rencontre, et en milieu académique, c'est tout à fait essentiel. L'utilisation des réseaux sociaux est omniprésente. Et vous l'avez vu dans certains cas, ces organisations sont des entreprises académiques étendues, mais elles ont des structures juridiques d'association. Alors, objet de recherche. Oui, c'est effectivement, pour nous, l'entreprise académique étendue, c'est un objet. Entreprise académique étendue augmentée aussi. Et au passage, je voudrais faire un remerciement aussi à Jean-Philippe Denis, qui avait sollicité une présentation samedi dernier aux rencontres stratégiques de Versailles.
parce que l'idée d'entreprise académique étendue, augmentée, elle vient quand même dans la foulée de la sollicitation aussi de Jean-Philippe. Mais c'est se dire que cet objet de recherche-là, il nous semble emblématique d'une évolution, et plus qu'une évolution, c'est vraiment de phénomènes disruptifs, à la fois des modes de diffusion des connaissances, mais aussi des modes de création des connaissances. C'est une réalité protéiforme, foisonnante, vivante. À nouveau, on peut le ressouligner, c'est pas nouveau, hein, c'est là depuis longtemps, mais c'est de plus en plus marqué fortement et ça donne lieu vraiment à ce foisonnement, parce que là, on a cité 4 cas, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on est en train d'explorer. Alors, on a cherché avec Michel à répertorier un certain nombre de critères pour essayer de faire une typologie. Alors, on pourrait avoir un tableau à double entrée, hein, vous l'imaginez bien, avec en colonne les critères et en ligne les différentes organisations, et puis à l'intersection, on mettrait quelques croix. Est-ce que ces organisations sont diplômantes, non diplômantes, certifiantes, non certifiantes? On a vu le cas de Microsoft. Quelle est la finalité dominante? Est-ce que c'est de créer de la connaissance? On a vu le blog. Est-ce que c'est de disséminer la connaissance? On a vu Onej. Et les deux en fait. Ou les deux, bien évidemment. Les deux avec le CNRS, c'est les deux. On voit, il y a de la diffusion de connaissances et il y a de la création de connaissances. Il y a du top-down et du bottom-up. C'est vrai. Et cette notion de bottom-up, elle était présente dans les cas. Un des cas soulignait le fait que les idées émergeaient. Oui, des acteurs. Des acteurs aussi. On n'est pas dans des organisations top-down, c'est-à-dire que comme ce sont des communautés d'objectifs, eh bien, chaque acteur, à un moment donné, peut arriver avec une idée, proposer son idée, et on le voit. Alors, je ne veux pas en revenir au Business Science Institute, mais les collègues viennent vers nous. On avait une réunion jeudi soir, 45 collègues dans une salle. Eh bien, ça fuse dans tous les sens. Les idées, elles émergent. Et puis ensuite, on dit oui parce qu'il est beaucoup plus facile de dire oui que de dire non. Et puis, on avance, on teste, et puis on voit. Marchand, non marchand. Oui, alors marchand, non marchand, alors là aussi, ça s'inscrit dans ce mouvement que les anglo-saxons appellent OER, hein, c'est Open Education Resources, qui a été bien mentionné d'ailleurs, développé par Christophe Fournier, qui est le président d'Onej. La taille, on est surpris, et vous devez l'être, d'un côté on met Microsoft, de l'autre côté on met Gaëtan Mourmand avec son entreprise, donc ça peut être de l'individuel, ça peut être de la TPE, ça peut être de la très grande organisation, et les petites organisations sont très spécialisées, hein, logique de niche, hein, Business Science Institute, uniquement le DBA. Et puis la diversification, bien évidemment, Microsoft en est une illustration. Les apports pour les apprenants. Les apports pour les apprenants, alors effectivement, au niveau des populations d'apprenants, Michel l'avait déjà souligné, il y a des potentialités très très fortes pour les pays émergents. Et j'ai en tête là une entreprise académique étendue parmi d'autres, hein, mais qui est la Khan Academy. La Khan Academy qui c'était un article qui était paru dans Le Monde, je crois que c'est en 2020, qui montrait que la Khan Academy avait traduit toutes ces ressources éducatives qui sont en anglais à l'origine en français parce qu'elle vise le marché de l'Afrique francophone, voilà, où effectivement on peut pas investir forcément dans des murs d'université, dans un ensemble de corps professoral stable, permanent, il n'y a pas les moyens. Or, il y a une demande énorme, une démographie tout à fait conséquente. La Khan Academy, c'est parmi d'autres, une entreprise académique étendue qui va sur ce segment-là. Alors, c'est sûr, il y a des coûts de formation qui sont moindres, hein. C'est une très grande accessibilité aux ressources éducatives, hein. On a tous nos téléphones portables et il est quand même frappant de voir dans un certain nombre de ces pays, effectivement, des personnes qui apprennent via des tutos en ligne, via de la mise à disposition des connaissances en ligne. C'est aussi pour les apprenants être en mesure de personnaliser leur parcours d'apprenant, hein, les contenus, l'accessibilité, la possibilité des long life learning customisés, hein, dans l'acquisition de connaissances. C'est aussi parce que sur les plateformes qui existent, des communautés d'apprenants qui se forment et de l'interapprentissage qui se forme, en liaison d'ailleurs avec les demandes des entreprises sur des métiers qui peuvent être en tension, par exemple. Et ça, il y a beaucoup d'expériences comme ça. Alors,
je vais revenir en France sur les territoires où ça, c'est en train aussi de se mettre en place. Apport pour les opérateurs, sur un plan stratégique, c'est très clair, liberté de manœuvre sur le plan stratégique, mais aussi opérationnel, des business models qui changent avec des logiques de répartition de la valeur qui peuvent être modifiées. On sait que l'éducation, dès qu'on a des murs et qu'on a des professeurs permanents, ça signifie des frais fixes très importants. Dans les entreprises académiques étendues, on limite ces frais fixes. Un fonctionnement dans des logiques de start-up éducative, réactivité, créativité du réseau, intelligence collective. Et on l'a déjà mentionné, top-down et bottom-up. Le bottom-up étant souvent très important dans ces entreprises académiques étendues. Alors, réfléchissant donc à cette présentation de ce matin, on travaillait avec Michel aussi sur les limites. Alors, les limites pour les apprenants. Alors, effectivement, est-ce qu'on apprend moins bien ou pas à distance versus présentiel? Il y a des questionnements autour de cela. Il y a aussi de se dire, quid de l'évaluation des acquis avant et après les formations, c'est-à-dire du pilotage de cohortes d'apprenants qui peuvent être immenses, et pour les piloter au plus près des demandes des marchés, c'est être en mesure de savoir d'où partent les gens et vers où on veut les emmener. Il y a aussi toute la question de la structuration des connaissances. Il y a des paliers d'apprentissage, donc comment on organise et pilote ces paliers d'apprentissage au fil du temps. Et puis, il y a aussi la question de la reconnaissance des acquis et des compétences obtenues grâce à ces entreprises académiques étendues. Les limites pour les opérateurs, des questions qu'on se pose, la question de la pérennité, bien évidemment, qui est liée aux structures, qui est liée à la communauté, la question de la gouvernance quand il s'agit de structures associatives, la question de l'adhésion des acteurs, de la pérennité de l'adhésion des acteurs. On a souligné sur le fait que ces organisations reposent sur les acteurs. Si les acteurs se détournent de l'organisation parce qu'ils n'y trouvent plus leur compte, à un moment donné, la pérennité de l'organisation fait question. On n'est pas dans des logiques contractuelles très souvent, on est dans des logiques d'adhésion, on est dans des logiques de contrat plus psychologiques que contrat au sens juridique du terme. Donc ça peut faire problème en termes de pérennité. La question de la confidentialité et des comportements opportunistes, là on a des exemples, comme on partage tout et comme tout est transparent dans la communauté, au sein du Business Science Institute, on a vu à un moment donné un professeur créer un DBA concurrent et transférant ainsi toute la compétence accumulée pendant des années. Et puis, la question de la sous-traitance et de la co-traitance, on sait que quand les taux sont élevés, c'est une forme de risque stratégique pour l'organisation. Conclusion en devenir. Conclusion en devenir, oui. C'est rappeler que cette idée d'entreprise académique étendue, on l'a évoqué à plusieurs fois, c'est un concept qui est en perpétuelle construction et qui suppose de mener des recherches interdisciplinaires nombreuses.